Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce premier épisode de la Tartine. Aujourd'hui il va être question d'Antigone, donc la pièce de théâtre de Jean Anouilh. La culture c'est comme la confiture, moins t'en as, plus tu l'étales. Alors laisse-moi te tartiner, que ta culture paraisse moins pâle. Attention, ceci n'est pas une vidéo ASMR. Avant de commencer de parler de l'œuvre de Jean Anouilh, il est important de parler assez succinctement, certes, mais de la malédiction des Labdacides. La malédiction des Labdacides, c'est la malédiction qui va toucher la famille d'Antigone sur 3 générations. À savoir, ça va commencer sur la génération du grand-père, qui est donc le père d'Œdipe. La deuxième génération, ce sera celle d'Œdipe. Et enfin, la troisième génération, qui sera celle des enfants d'Œdipe. Cette malédiction, elle est somme toute assez connue, et je pense que vous la connaissez déjà sans même savoir qu'il s'agissait de cette malédiction des Labdacides. Cette malédiction a donc touché le père d'Œdipe, qui était le roi, le gérant de Thèbes, et on lui a prédit que son fils le tuerait et se marierait avec sa mère, donc la femme du père d'Œdipe, et aurait des enfants avec elle. Craignant la malédiction, le père d'Œdipe décide d'envoyer son fils sur d'autres terres, chez un autre régent d'une autre ville, et d'éloigner le plus possible son fils de cette malédiction. Sauf que l'erreur réside en fait en ça. Il faut savoir que dans la tragédie grecque, notamment, dans toutes les tragédies en fait, le destin c'est le destin. Et on a beau faire ce qu'on veut, le destin nous rattrapera toujours. Et c'est en effet ce qui s'est passé. Œdipe grandit, loin de ses parents biologiques, et avant de la malédiction, apprend de la malédiction. Il décide donc de quitter ses parents adoptifs, qu'il pense être ses vrais parents, et s'en va le plus loin possible de ses parents. En chemin, il rencontre son père biologique. Bien entendu, Œdipe ne sait pas que c'est son père. Et sur une dispute pour quelque chose de très bête à propos d'un cheval ou je ne sais plus, il se dispute pour quelque chose de très bête sur la route. Et lors de cette dispute, Œdipe tue son père. Le premier acte de la malédiction est accompli. Œdipe se dirige alors vers Thèbes, il continue sa route. Et à ce moment-là, Créon, donc le frère du père d'Œdipe, l'oncle d'Œdipe, est le régent de la cité de Thèbes. Et Thèbes est assiégée, entre guillemets, par un monstre mythologique que vous connaissez tous, le Sphinx. Le Sphinx bloque l'entrée de Thèbes et bloque également la sortie. Donc tous ceux qui sont dans Thèbes sont enfermés et l'extérieur ne peut pas rentrer. Créon promet alors la main de sa sœur, Jocaste, qui est donc la mère d'Œdipe, au héros qui réussira à débarrasser Thèbes du Sphinx. Œdipe réussit. Avec l'énigme que vous connaissez tous, je n'en ai aucun doute, qu'est-ce qu'il y a 4 pattes le matin, 2 pattes l'après-midi et 3 pattes le soir. Il s'agit de l'homme qui marche d'abord à 4 pattes, puis à 2 pattes, puis à 3 pattes avec sa canne. Œdipe réussit donc l'énigme du Sphinx et libère la ville de Thèbes. Il se voit donc offrir la main de sa mère, Jocaste, l'épouse et enfante avec elle. De ce mariage va naître 4 enfants, 2 garçons, 2 filles, Éthéocle, Polynice, Antigone et Ismène. Au moment où commence la pièce, on nous informe très clairement qu'il s'agit d'une tragédie. Une tragédie, ça veut dire exactement ce dont on a parlé tout à l'heure, que le destin c'est le destin et qu'on n'échappe pas à son destin. Dès le début du bouquin, on est au courant qu'Antigone va mourir et on sait que c'est irrémédiable. La scène d'ouverture nous apprend que Éthéocle et Polynice, les 2 frères aînés d'Antigone, devaient régner chacun leur tour sur la cité de Thèbes. Parce que voilà, c'était des frères assez proches en âge, et donc il était difficile de choisir qui était l'aîné pour pouvoir régner plus légalement, de façon plus... qui avait en fait le plus le droit de régner sur la cité. Il s'est avéré que Créon a décidé que le premier à régner serait Éthéocle. Éthéocle devrait donc régner pendant 1 an, et au terme de son règne, devrait céder la place à Polynice qui régnerait à son tour 1 an, qui rendrait ensuite la place à Éthéocle, et ainsi de suite jusqu'à qu'un des frères décède. En l'occurrence, à la fin de son règne, Éthéocle n'a pas voulu rendre le trône à Polynice, estimant que le trône lui revenait de droit. Les 2 frères se sont donc entretués, donc les 2 sont morts, c'est ce que entretuer signifie en effet, et Créon prend une décision très grave pour l'époque. Il offre une sépulture à Éthéocle, le grand frère, le frère qui a régné pendant 1 an et qui a fait de Thèbes une ville en essor, et décide de refuser cette sépulture à Polynice. Polynice, le frère vilain, qui a refusé de laisser son frère gouverner 1 an de plus et qui a préféré, pour le pouvoir, s'entretuer.
Le corps de Polynice est donc disposé à l'entrée de la ville de Thèbes et est en décomposition, mangé par les vautours, les asticots, toutes les choses ragoûtantes qui nous donnent très envie. Le cadavre sent extrêmement fort et y attire la maladie et la mort. Face à ça, Antigone, elle n'est pas sereine. Antigone, elle aime ses deux frères, autant Polynice qu'Étéocle, et elle refuse de voir le corps de son plus jeune frère, enfin, ça reste son frère aîné, mais c'est le plus jeune des deux garçons, elle refuse de voir le corps de son frère pourrir ainsi aux portes de la ville, empester toute la ville, parce qu'un cadavre en décomposition, ça sent très fort, et surtout, à la Grèce antique, c'est très grave de se voir refuser une sépulture. L'âme ne sera jamais sereine. Polynice va errer pendant des années sans atteindre le repos. Antigone décide donc, un matin, de se lever très très tôt, et elle part, avec sa petite pelle, recouvrir tout doucement le corps de son frère. Malheureusement, le corps est bien évidemment protégé par des gardes qui attrapent Antigone et la ramènent à la cour de Créon. Là, ça devient un petit peu compliqué. Créon est donc l'oncle d'Antigone, mais c'est également le père de son mari, car Antigone est destinée à se marier à Aimon, qui est donc son cousin. Créon propose un deal à Antigone, il lui dit « Voilà, moi je te propose de faire comme si rien de tout ça n'était arrivé. En contrepartie, tu gardes le silence et tu arrêtes de vouloir enterrer ton frère. Ma décision est celle que j'ai prise, tu t'y plies ou tu meurs. » Et c'est là tout le dilemme que va traverser Antigone à travers l'œuvre de Jean Anouilh. Antigone va devoir choisir entre la raison et le cœur. Le cœur lui dit qu'il faut enterrer son frère, la raison lui dit qu'il faut se plier au régent de la cité, Créon, et obéir à ses ordres. Mais Antigone n'a pas peur de la mort. Antigone est très sereine pendant toute la pièce. Elle sait ce qu'elle va faire, elle a fait son choix. Elle retourne donc tenter d'enterrer son frère et se fait à nouveau attraper par les gardes de Créon. Créon, désemparé, n'ayant pas vraiment envie de tuer sa nièce, qui plus est sa belle-fille, se voit dans l'obligation de tuer Antigone et de le faire en place publique. Il décide alors de l'emmurer vivante. Et Aimon, qui est très amoureux d'Antigone, décide de s'emmurer avec elle, sans que Créon, bien entendu, ne soit au courant. La tragédie, c'est qu'on sait dès le début qu'Antigone va mourir. Elle le sait, elle aussi, et malheureusement, ou plutôt, elle fait le choix, on ne peut pas juger, on ne peut pas dire malheureusement, elle fait le choix de quand même prendre le risque d'enterrer son frère. Qui plus est, ce choix est complètement vain, parce qu'elle sait très bien que même si elle réussit à enterrer un tant soit peu le cadavre de son frère, elle va mourir, et Créon, de toute façon, va de nouveau pouvoir déterrer Polynice et le laisser moisir à nouveau aux portes de la cité. Antigone, c'est donc l'histoire d'un choix que l'on sait vain, mais d'un choix que l'on fait quand même, par droiture, par obligation, par nécessité intellectuelle. Antigone, c'est l'obligation de faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, mais qu'on sait pourtant juste. De faire quelque chose qui est sans doute vain, mais qui cependant, au fond de nous, nous semble nécessaire. J'ai assez peu parlé du rôle d'Ismène, Ismène, la jeune sœur d'Antigone, la plus jeune des 4 enfants, qui va essayer, dans un acte très court, d'empêcher Antigone de faire ça. Antigone va lui proposer de l'aider, Ismène ne va pas vouloir. Ismène va changer d'avis au moment où la mort d'Antigone est annoncée, et Antigone va lui dire « C'est trop tard, tu as fait ton choix, j'ai fait le mien, tu as fait le choix de la vie, j'ai fait le choix de la mort, tu as fait le choix d'abandonner notre frère, j'ai fait le choix de l'aider jusqu'au bout. » Antigone, c'est donc l'histoire, ma foi, pas la plus gaie que vous pourrez lire, ni même la plus joyeuse, la plus drôle, celle qui vous fera rire, mais c'est une histoire qui vous fera réfléchir. Réfléchir à plein de points très intéressants. La place du gouvernement. Est-ce que, sous prétexte qu'un ordre vient du plus haut du gouvernement, faut-il nécessairement s'y plier? Même si cet ordre est passible de peine de mort si on l'outrepasse. Eh bien, est-ce que la mort est un prix à payer correct pour outrepasser cette loi? Quel est le plus important? Le cœur, la raison? Est-ce que même si on sait qu'une cause est vaine, elle ne nécessite pas quand même de se battre pour elle? C'est donc les principales problématiques que vous retrouverez dans ce roman Antigone. Voilà, ce premier épisode de La Tartine est terminé. J'ai encore un petit peu de mal à trouver le ton, à trouver la façon de parler. Je sais que je parle très vite, avec parfois une voix qui déraille un petit peu. Il va falloir travailler là-dessus. Le prochain épisode va sortir très bientôt. On va voir la différence entre épicurien et stoïcien à travers 2 exemples très parlants, le buffet et la sexualité.